Ok. Bonsoir à tout le monde. Merci pour cette invitation à cette présentation du groupe Mami. C'est un honneur pour nous de participer à cette réunion-là. J'ai cru comprendre que vous travaillez depuis sur le suivi de cette activité. Et donc, nous allons présenter aujourd'hui nos résultats sur un projet que nous avons mis en œuvre avec UNICEF. Tout d'abord, je m'appelle Dr Christian Toa, comme Amal l'a dit. Je suis médecin référent pour Alima et épidémiologiste également. Donc, depuis le mois de novembre, nous avons mis en œuvre un projet sur la détection, la prise en charge et le suivi des mères qui avaient des nourrissons avec des risques de retard de croissance. Et donc, parmi ces risques-là, il y avait le risque de santé mentale également. Et aujourd'hui, nous allons, pour ce faire, nous allons tout d'abord présenter un aperçu général du contexte dans lequel est mise en œuvre cette activité. Ensuite, nous allons revenir un peu sur les objectifs de l'étude pilote. On va vous partager comment les enfants et leurs mères ont été dépistés dans la communauté avec un focus sur l'aspect santé mentale. Quels résultats en matière de santé mentale nous avons obtenus et on pourra donc avoir des discussions sur les bonnes pratiques que nous avons relevées dans la mise en œuvre de cette activité-là. Nous allons aussi un peu discuter sur les défis rencontrés en parlant, entre autres, des outils que nous avons utilisés pour atteindre ces résultats. En matière de contexte, le Tchad, globalement, connaît depuis quelques années une situation sécuritaire assez difficile et le projet est mis en œuvre dans la province du lac Tchad. Et c'est une province qui est vraiment touchée par une crise sécuritaire particulière liée aux attaques des groupes armés. Et donc, les groupes armés attaquent les populations dans les îles du lac Tchad et commettent plusieurs exactions, notamment des enrôlements de forces dans les rangs de ces groupes armés, des enlèvements, des règlements de comptes. Et ces populations qui, dans leurs îles natales, vivaient de l'agriculture, de la pêche et aussi de l'élevage, se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de se déplacer de chez elles pour se retrouver sur la terre ferme. Et donc, le contexte humanitaire est marqué par des déplacements massifs de population qui se retrouvent dans des camps de déplacés internes. Et dans ces camps, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de source de revenus, ils n'ont plus la possibilité de faire l'agriculture parce que il n'y a pas assez de ressources en eau. Ils n'ont pas la possibilité de faire les maigres ressources en pâturage disponibles sont assez faibles pour le nombre qu'ils sont. Et ils se retrouvent, du coup, toute cette situation occasionne un stress important dans la population et sans compter les différents traumatismes qui sont liés aux exactions des groupes armés qu'ils ont subis avant de quitter leur village. Et rester sur ces îles pour ces populations, c'est le risque d'être pris pour cible, soit par les groupes armés, soit par les forces de défense qui considèrent toute personne dans ces villages-là comme étant membre de groupes armés. Et donc, ils se retrouvent dans des camps de déplacés internes où ils ont totalement perdu leur autonomie. Ils sont dépendants en matière de nutrition et le PAM distribue de l'aide alimentaire pour eux. Ils sont dépendants pour se soigner. Ils sont dépendants pour
l'ensemble de ce qui fait d'un homme un homme, ou plutôt d'un être humain un être humain, homme avec grand H. Donc, cette situation augmente ainsi les risques de détresse psychologique et c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte, que Alima apporte depuis 2019 une réponse humanitaire en matière de soutien au système de santé pour le rendre beaucoup plus résilient. Et les piliers de cette réponse-là, c'est faciliter l'offre de soins pour les enfants, les femmes enceintes et les adultes. Donc, cette année, l'innovation a été l'ajout d'une étude pilote pour faciliter en fait l'accès aux soins pour les couples mères et nourrissons de moins de 6 mois parmi ces populations déplacées-là, en intégrant justement la détection précoce et l'orientation de nourrissons et leurs mères, les nourrissons de moins de 6 mois, qui présentaient des risques de retard de croissance et de développement, en intégrant dans ce paquet dans la prestation de services déjà offertes par Alima au niveau des cliniques mobiles, des sites de déplacés internes dans le district de santé de Liwa. Cela a été fait dans le but de détecter rapidement tout problème médical ou psychologique aigu qui pouvait affecter l'état de santé de l'enfant avant donc d'éviter que le nourrisson ne souffre d'une grave insuffisance pondérale ou d'une grave émaciation. Donc, cette nouvelle activité s'est appuyée sur ce que Alima faisait déjà, c'est-à-dire l'offre de soins de santé primaire selon deux stratégies. La stratégie fixe, qui est l'offre de soins de santé primaire curative et préventive et curative dans les postes de santé fixes, c'est-à-dire c'est des endroits où les camps de déplacés se sont installés et où qui sont très loin des centres de santé existants mis en place par l'État. Donc, Alima a mis en place là-bas des postes de santé où il y a des infirmiers permanents, des sages-femmes et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, un agent psychosocial qui a été formé pour pouvoir adresser les problèmes de détresse psychologique et de santé mentale de la population. Dans les villages ou les sites de déplacés internes où on n'a pas mis de poste de santé, notamment ça concernait 22 sites de déplacés, il y a 3 cliniques mobiles qui font des rotations hebdomadaires afin de rapprocher les soins aux populations. 2 assistants nutritionnels, une sage-femme et cette fois-ci un psychologue qui adresse également les problèmes de santé mentale de la population et aussi un sensibilisateur. Donc, la stratégie pour atteindre l'ensemble de cette population s'est basée sur un dépistage d'abord. Diapositive, Amal. Donc, pour atteindre les enfants de moins de 6 mois, qui était notre cible en termes dans ce projet-là, il fallait identifier où ces enfants se trouvent et pouvoir les prendre en soin avec leur mère. Donc, pour y arriver, on a commencé par un dépistage exhaustif dans la communauté en faisant du porte-à-porte et on avait conçu en fait une fiche technique qui reprenait un certain nombre de risques que nous avions identifiés comme étant les risques pouvant entraîner un retard de croissance. Et donc, lorsqu'on a administré cette fiche technique-là par un infirmier, un agent psychosocial ou un psychologue et qui ne présente une bonne courbe de croissance, les enfants dont les mères n'ont pas a priori de problèmes de santé mentale identifiés. Donc, ce groupe-là de mères, couple mère-enfant qui ne présentaient pas de risque, était invité au club d'allaitement puisqu'ils ont des enfants de moins de 6 mois et
Un autre groupe qui est le groupe qui nous intéresse ici, c'est le groupe d'enfants qui présentaient un risque faible ou un risque potentiel. C'est-à-dire que on les a orientés cette fois-ci vers le poste de santé pour subir une deuxième évaluation, qui était une évaluation approfondie clinique, qui recherchait maintenant l'ensemble. Je pense que la connexion est un peu instable, à Liwa. La sage-femme aussi, et pour pouvoir les prendre en charge. Et donc, après après ce dépistage, on avait deux groupes, comme je l'ai dit. En termes d'outils, nous avons adapté en fait les outils qui ont été proposés par le groupe original MAMI aux outils que Alima utilisait déjà en matière d'identification de problèmes de santé mentale et de prise en charge. Il faut dire que les agents psychosociaux ont plusieurs profils. Parfois, c'est des infirmiers, parfois, c'est des sages-femmes, parfois, c'est des aides-soignants. Et ils ont reçu un ensemble de formations et on leur a mis en place un certain nombre d'outils pour faciliter l'identification de la détresse psychologique chez les patients. Et ces outils-là les aident également à lier la détresse psychologique à la prise en charge adéquate. Donc, on a dû adapter donc, ces outils-là à la pratique qui se faisait déjà sur le terrain. Et vous avez en image ce que nous avons pu obtenir et la prise en charge. Je m'en vais présenter ici les premiers résultats que nous avons obtenus. Comme je disais, on avait deux groupes principaux. D'abord, il y a eu 4139 enfants qui ont été dépistés de façon exhaustive dans la communauté et les nourrissons qui présentaient un risque de retard de croissance étaient au nombre de 423 et les nourrissons sans risque de 3716. Donc, les nourrissons à risque représentaient 10%, environ 10% des couples mère-enfant qui ont subi le dépistage. Et lorsque, en ce qui concerne les problèmes ou les risques liés à la santé mentale, on retrouvait 44% des 423 enfants qui présentaient au moins un risque lié à la santé mentale. Et il faut dire que ici, le risque de santé mentale n'était en général pas le seul risque identifié chez le patient ou bien chez la mère de l'enfant, mais il y avait en général une combinaison d'au moins trois risques. Mais en prenant uniquement le risque de santé mentale, on se retrouve avec 44% des personnes qui ont été dans la cohorte des nourrissons à risque dont les mères présentaient un trouble de santé mentale. En comparaison, le risque lié au VIH représentait seulement 15% de la cohorte des 423 enfants. Et donc, en détaillant un peu quels sont les troubles de santé mentale qui ont été les plus fréquents, on a retrouvé en premier les troubles de sommeil qui revenaient à hauteur de 42%, les troubles anxieux qui revenaient à hauteur de 16%, le stress aigu qui revenait à hauteur qui représentait 15% de ces patients-là. Nous avons essayé de discuter quelles sont les probables causes de la fréquence de ces différents troubles, mais les raisons sont vraiment multifactorielles. Il y a d'abord la situation même de ces déplacés internes qui vivent dans des conditions assez difficiles. Certains d'entre eux n'ont pas un bon abri. Donc, on peut dire que le trouble sommeil vient déjà de l'abri, le manque d'abri où dormir.
Ça faisait 5 mois que le Programme alimentaire mondial avait arrêté la distribution d'aide alimentaire dans le lac euh, à cause des déficits de financement. Donc, il y a un ensemble de problèmes vraiment multifactoriels qui peuvent expliquer ces pathologies identifiées. Donc, lorsque les pathologies ont été identifiées, les agents psychosociaux et les psychologues ont mis en place un ensemble de mécanismes de prise en charge. Et ici, il s'agit d'accessible et disponible, notamment l'écoute active et le counseling, qui permet déjà d'adresser, de dire aux patients que le fait de ne pas bien dormir, par exemple, euh, c'est un problème et qu'on le comprend, et ensuite lui faire un counseling. Ils ont également utilisé le premier secours psychologique chez 19 personnes associées à un counseling et le premier secours psychologique chez 39 personnes. Donc ici, le mécanisme de prise en charge est à plusieurs niveaux. Donc les agents de psychosociaux, lorsqu'ils reçoivent, ils mettent en place les premiers facteurs ou bien les premiers mécanismes de prise en charge. En l'occurrence, c'est généralement l'écoute active. Et s'ils ont des difficultés ou s'ils n'obtiennent pas de bons résultats, ils ont un psychologue référent qui est sur le projet à qui ils peuvent s'adresser pour prendre en charge de façon plus approfondie les patients qui présenteraient des signes de non-réponse à la prise en charge. Et on a aussi jusqu'à la possibilité de les référencer même en N'Djamena chez un psychiatre, mais ça n'a pas été le cas ici. Donc, la suite des résultats obtenus au niveau de l'hospitalisation, comme on est également au niveau des enfants malnutris qui présentent des complications, pour faciliter leur guérison, on fait aussi de la psychostimulation qui a été faite. 134 séances ont été apportées aux enfants. 7 séances de psychostimulation en groupe concernant 51 personnes avec des jouets et tout. Ici, ça ne concerne pas les enfants de moins de 6 mois particulièrement, ça concerne l'ensemble des enfants référés au niveau de l'unité de prise en charge en hospitalisation. Et les mères de ces enfants hospitalisés bénéficient souvent du soutien psychosocial et 98 couples mères-enfants ont bénéficié du suivi par le psychologue au niveau de l'hôpital, dont 12 cas de moins de 6 mois. Le psychologue au niveau de l'hôpital a également fait des counselings individuels chez 116 personnes et le suivi psychologique des enfants qui faisaient une TSS. La TSS, c'est la technique de supplémentation par succion. Donc, c'est des enfants qui n'ont plus leur mère ou bien leur mère ne produisent plus assez de lait et on fait la TSS pour favoriser la production de lait. Et donc, c'est une pratique un peu invasive et les mamans ne l'acceptent pas toujours. Donc, toute mère qui doit faire la technique de supplémentation par succion est suivie par le psychologue pour faciliter son acceptation et son adhésion au traitement. Dans 2 cas, on avait des enfants qui avaient perdu leur maman et le psychologue les a suivis pour faciliter la tentative de relactation qui a été proposée. Donc voilà donc quelques résultats obtenus au niveau de l'hôpital. Nous avons dans cette diapositive essayé de lister les bonnes pratiques que nous pensons avoir permis d'obtenir les résultats que nous avons présentés plus haut. Notamment, cela a été beaucoup plus simple pour nous de mettre en œuvre cette activité parce que l'offre de soins de santé mentale et de soutien psychosocial était déjà disponible dans les cliniques mobiles de Halima et dans les postes de santé. Nous pensons aussi que le profil médical des agents psychosociaux, qui sont des infirmiers, des sages-femmes et les aides-soignants,
a facilité la collaboration avec le reste de l'équipe, notamment les autres infirmiers qui travaillent pour la prise en soin des patients. L'intégration aussi de la santé mentale dans le paquet minimum d'activités des postes de santé et cliniques mobiles était un atout. Et le soutien psychosocial aux patients hospitalisés a facilité, comme je le disais, une meilleure observance de leur traitement et a permis d'obtenir de meilleurs résultats. Il y a également la disponibilité d'outils simples pour guider le diagnostic et la prise en charge. Comme je le disais, c'était des outils qu'on a adaptés pour que ce soit facile d'utilisation pour les agents psychosociaux qui, à la base, ne sont pas des psychologues. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Tchad, il n'y a pas d'école de formation pour les psychologues pour l'instant. Ceux qui sont recrutés ici, en général, sont formés dans les pays voisins. Donc, il y a un problème et on a dû s'adapter adapter les outils pour faciliter leur utilisation. On a aussi mis en place une réunion de coordination avec les autres acteurs qui interviennent dans la santé mentale et les violences basées sur le genre, parce que Alima identifie aussi, grâce à ses agents psychosociaux et même les relais communautaires, les cas de violences basées sur le genre. Et comme on a des sages-femmes, on prend en charge le volet médical. On prend aussi en charge le volet santé, soutien psychosocial. Et lorsqu'il faut passer vers le volet juridique, intégration sociale, on coordonne avec les partenaires pour qu'ils puissent continuer la prise en charge. On a listé également dans la diapositive présente les difficultés que nous avons rencontrées dans la prise en charge en matière de santé mentale. Et la première difficulté a été celle des attentes des participants. En expliquant le contexte tout à l'heure, je disais que c'est des gens qui sont démunis, c'est des gens chez qui le programme alimentaire mondial n'avait pas fait d'aide alimentaire depuis plusieurs mois. Et c'est des gens, pour eux, lorsqu'ils vont à l'hôpital, ils doivent rentrer avec des médicaments. Donc, qu'on leur dise qu'on est en train de les soigner juste en les écoutant, en leur donnant des rendez-vous pour revenir expliquer comment ils se sentent, etc., ils ne comprenaient pas très bien. Donc, c'était source d'abandon de traitement, de non-respect de rendez-vous. Et pour adresser cela, nous avons multiplié des visites à domicile. L'autre difficulté majeure était aussi d'adresser les causes sous-jacentes des troubles de santé mentale observés. Parce que lorsqu'on analyse, en fait, les problèmes de santé mentale, ils sont d'origine multifactorielle. Et notamment, ces problèmes-là sont parfois liés à leur état de pauvreté. Et pour apporter une réponse efficace, il faudrait supprimer la pauvreté. Mais ce serait difficile de dire qu'on supprime la pauvreté en un jour. C'est pourquoi les mesures sociales d'accompagnement telles que les activités génératrices de revenus auraient été des choses intéressantes pour faciliter la prise en charge de ces patients. Et d'autres difficultés aussi telles que des barrières culturelles sur le rôle des agents de santé mentale ont été remontées, notamment des gens qui pensent que les agents de santé mentale doivent prendre en charge, pour utiliser le terme courant vulgaire, les fous, et qui ne veulent pas être consultés par ceux-ci. Ils sont focalisés sur, comme leurs enfants sont malnutris, ils sont focalisés sur le plein peanut, qui est pour eux comme un précieux sésame pour les aider, et aussi sur les médicaments. Les difficultés en ce qui concerne la barrière linguistique ont été remontées également parce que la majorité des agents, c'est des personnes qui ont été recrutées dans d'autres régions qui ne maîtrisent pas toutes les langues dans lesquelles s'expriment les bénéficiaires. Et c'est là où le rôle central des relais communautaires a été pour pouvoir faciliter justement l'accès à ces bénéficiaires-là. Voilà, merci. Je vous laisse avec cette image de Mama Alima. Elle s'appelle Alima.
C'est une grand-mère de plus de 56 ans. Son dernier enfant a 11 ans. Et malheureusement, cette dame est venue avec son petit-fils de 3 mois qui malheureusement a perdu sa mère. Donc la maman, en donnant naissance à l'enfant, est décédée. Et à la maison, cette grand-mère lui donnait du lait trouvé sur le marché, du lait de chèvre. Et en faisant le dépistage, on les a identifiés. Et son état était grave, donc on l'a envoyé à l'hôpital. Et nous avons essayé une relactation chez la maman, c'est-à-dire que quand on a pris en soin l'enfant, on a remis l'enfant au sein de la grand-mère en faisant un accompagnement psychosocial de la grand-mère elle-même pour la convaincre d'accepter cette technique-là. Et au bout d'une dizaine de jours, la maman a commencé à produire du lait pour son petit-fils. Et l'enfant qui était entré avec 1,9 kg est sorti avec plus de 2,5 kg de l'hôpital après avoir fait plus de 20 jours d'hospitalisation. Et c'était l'une des success stories que je tenais à partager avec vous. Cela a été possible aussi parce que on a vraiment fait un soutien psychosocial à cette maman-là. Voilà, je vous remercie et je reste ouvert aux différentes questions que vous pourriez avoir.